Salut Bob Sinclair, Salut. merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Ça nous fait très plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Dans une interview de Combini qu'ils ont fait de toi pendant le confinement. Avec mon pote DJ Yellow, on fait Yellow Productions. On a des pages partout, dans Télérama, Les Inrocks. Et le jour où je fais Bob Sinclair, alors là, je me prends une mine énorme. Tu disais que à tes débuts, quand tu t'appelais pas encore Bob Sinclair, tu étais encensé par la critique. Et que c'est après, quand tu t'es appelé Bob Sinclair, que la critique justement t'est tombée dessus. Comment tu t'expliques ça? Bah écoute, j'ai créé un label qui s'appelle Yellow Productions avec mon pote DJ Yellow en 1994 et on faisait de la musique très très underground. C'était vraiment les débuts de la musique électronique, le début des sampleurs, du recyclage. Moi, je me suis inspiré de tous les DJ hip-hop que j'adorais, parce que je viens de la culture hip-hop, donc que ce soit Pete Rock, DJ Premier, et puis tout le rap, vraiment j'étais influencé par ça. Et je bidouillais dans ma chambre, et c'est vrai que ça se vendait pas. Donc le rôle de ces journalistes à ce moment-là, c'est vraiment de relayer les jeunes talents qui arrivent. Tu vois. Après, petit à petit, j'ai appris à faire de la musique, à collaborer avec des super chanteurs. Donc ma musique a évolué et est devenue de plus en plus populaire avec les projets. Au début Mighty Bob, Réminiscence Quartet. J'ai fait plein de projets, puis j'ai produit Dimitri from Paris. Ski de locaux. Salomé de Bayard. Bang Bang, beaucoup d'artistes effervescents qui ont créé cette French Touch, bien sûr avec Cassius, avec Étienne de Crécy, avec Daft Punk bien sûr. Faire de lance, tu sais, vraiment en leader. Et puis à un moment, tu fais un disque qui marche, indépendant de ta volonté, parce que tu le fais de la même façon que les autres, sauf que tu as, je sais pas, d'un coup, ce titre-là touche les gens. La musique appartient aux gens, tu leur donnes, ils prennent ou ils prennent pas. Et puis au moment où ta musique commence à se vendre, tu passes de l'autre côté. Tu deviens, tu as le statut des gens qui commencent à vendre des disques. Donc ça n'est plus, je l'ai compris bien après, hein, là je te le dis avec détachement, mais quand tu reçois une critique négative pour la première fois sur un projet qui te tient à cœur, ça te touche. Mais j'ai compris que voilà, cette scène underground et ces journalistes sont faits pour défendre une jeune scène qui explose. Et puis après, les artistes plus commerciaux, évidemment, on s'en désintéresse ou on critique parce qu'on aimait bien quelque chose qui s'était fait avant. Mais bon, écoute, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. De toute façon, il ne peut pas y avoir d'éloges sans critique. Hein, j'ai lu ça quelque part. Donc, plus tu as de critiques, j'ai appris, plus ça te fait de la pub. Voilà, mais il faut quand même avoir des gens qui t'aiment. C'est important. Avec Valran, Edouard, on s'est mis pendant le confinement tes lives Instagram que tu as fait. Comment tu as vécu cette expérience du confinement Écoute, moi j'essaie toujours d'être créatif artistiquement. Donc quand on m'enferme, je peux pas. Ça fait 25 ans que je fais des tournées dans le monde entier, que je suis dans mon studio, que j'expérimente des choses. Et moi, ne rien faire, c'est difficile. Donc le premier confinement a été très très difficile à vivre pour tout le monde. Mais le premier jour où on nous annonce ça, j'arrive dans mon studio le lendemain et je dis il faut absolument que je fasse un truc. Donc j'avais le choix de ranger mes disques, parce qu'il y en a beaucoup chez moi. Et puis j'ai dit tiens, je vais utiliser les réseaux sociaux. Je les utilisais déjà pour poster des photos, faire un peu de promo, mais rarement live. Donc en fait, j'ai pris 2 téléphones, Facebook, Instagram, et je dis tiens, je vais jouer les disques qui sont autour de moi. On va voir ce qui va se passer. Et c'est une belle opportunité pour moi de montrer aux gens la musique avec laquelle j'ai grandi, et surtout celle qui m'influence tous les jours pour créer la musique d'aujourd'hui. Et on ne m'attend pas sur ce terrain-là, et voilà, il faut montrer aux gens, tu vois, leur montrer de quoi je suis capable, tu vois. Ok, mais tu as sorti un titre aussi pendant le confinement, I'm on my way. Et ça fait quoi du coup de composer pendant le confinement, du coup à distance j'imagine? Écoute,
J'ai voulu contacter Omi avec lequel j'ai voulu vraiment enregistrer avec lui. J'étais en contact avec lui depuis quelques mois. Donc c'était l'opportunité de le faire. Lui, il tournait pas, moi je tournais pas. Donc tu vois, finalement, ça a bien fait les choses. Et puis un jeune Belge avec qui je travaille aussi, un musicien. On fait vraiment des co-compos maintenant ensemble. Et puis une top lineuse, comme on appelle ça, une nana qui écrit des textes d'enfer avec des jolies mélodies. Et puis tout ça artistiquement mélangé, tu vois. Donc c'est un morceau à quatre. Et puis, donc voilà, j'ai voulu les mettre en avant. J'ai clôturé les 55 sessions avec ce titre-là, et mon fils qui jouait aussi avant moi. Voilà, donc c'était un truc très familial, c'était super cool. Ouh là 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 là, ça envoie du très très lourd là. Moi, je préfère être avec les musiciens en studio toujours et avec les chanteurs. Très important pour moi parce qu'il y a des choses qui se passent parce qu'on échange des idées. Tu vois, c'est que de l'énergie et un échange d'énergie et de bonnes vibrations. Donc là, c'était exceptionnel. Dans toutes les interviews que j'ai pu voir de toi, tu te vends comme quelqu'un de très healthy, quelqu'un qui a Ouais, bien sûr. une hygiène de santé irréprochable, etc. Comment tu as vécu notamment la mort d'Avicii? Bah écoute, tu sais un peu, moi j'ai surtout découvert le documentaire après ça, après sa mort, j'ai regardé ça, je me suis dit c'est pas possible comment ce mec-là que j'avais rencontré, c'est moi qui lui ai fait faire son premier remix sur mon single en 2009, New New New. Un mec adorable avec qui j'étais constamment en contact, où j'ai dit non ça j'aime pas, le mec revenait constamment sur le remix pour ensuite trouver vraiment un accord sur la direction artistique. Et je ne savais pas qu'il était autant addict à toutes ces choses. Alors j'ai appris qu'il avait des peurs paniques à mixer devant des gens. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Moi je sais que quand j'étais jeune, aller faire un exposé au tableau, c'était un cauchemar. J'en rêvais, donc je suis passé à travers, heureusement. À travers ce documentaire d'Avicii, j'ai découvert qu'il était assez manipulé par le manager, par un petit peu son entourage, qui lui reprochait vraiment son attitude quand il voulait pas aller jouer, il prenait ça comme un caprice, il gagnait quand même beaucoup d'argent, mais je pense que c'est une peur panique que tu ne peux pas contrôler. Donc lui, apparemment, hein, je relate les faits tels qu'ils sont à travers ce documentaire, il essayait d'atténuer ses peurs paniques avec l'alcool, la drogue et des choses comme ça, sûrement initié par son entourage et par des DJ qui font aussi ça. Alors il est évident que je ne fais pas les DJ sont... Moi j'ai rencontré beaucoup de gens, Justement, beaucoup c'est la de question que je DJ voulais tu vois, poser, qui prenaient de la drogue, tout ça. Chacun ses problèmes, tu vois, chacun sa façon d'aborder la vie. Il n'y a pas que dans les clubs où on trouve la drogue, hein, dans les métiers de l'audiovisuel, partout dans le monde, il y a de la drogue. Donc là particulièrement pour tenir le coup, souvent, voilà, il y a des gens qui font appel à ça. Moi, pour être très honnête avec toi, j'ai toujours voulu, petit, être sportif professionnel. Donc j'étais passionné de football, passionné de tennis. J'avais aucun talent, j'étais vraiment très frustré parce que je n'avais aucun talent dans le sport. Nul. Mais j'ai toujours été au contact des athlètes. Ensuite, avec ma carrière, j'en ai rencontré beaucoup. Et je les ai regardés manger et j'ai toujours voulu garder cette vie saine. De toute façon, je n'aurais pas pu tenir 25 ans, 25 ans de tournée et me retrouver dans cet état-là, tu vois, en ayant pris de la drogue ou de l'alcool. Moi, j'ai vu les gens, j'ai vu les DJ, des amis à moi, il y a 15 ans. C'est plus les mêmes aujourd'hui, quoi. Bon, bah, chacun son style de vie. Je juge pas. Je dis, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais faites-le intelligemment. Par rapport à ça, j'avais vu aussi dans une autre interview que tu avais amené tes enfants à Ibiza dans certaines des soirées. Est-ce que ça t'a pas fait peur, justement, avec ce qu'on vient d'évoquer, le milieu de la nuit, où il peut y avoir des drogues, etc. Est-ce que... Tu peux rien faire pour les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, tu leur donnes une éducation. Moi, j'ai un fils, une fille. Tu leur donnes une certaine éducation et ensuite, ils ont en eux, tu vois, ce qu'on appelle une petite voix. Moi, j'appelle ça le libre arbitre. Ils peuvent, influencés par des gens, passer outre ton éducation. Donc moi, je les préviens, j'essaie de leur donner le bon exemple. Bon, leur maman fumait un peu, elle boit modérément un peu de vin. Moi, je ne fais rien de tout ça. Donc ils ont un exemple, ils font avec. Après, moi, je leur dis, je pourrai jamais être derrière vous, donc vous pourrez essayer, machin, etc. Après, vous faites votre propre opinion. Moi, je vous dis juste un truc, c'est toujours bien au début. Hein, et après, forcément, si on tombe dedans, ça va faire mal. Donc je les préviens et pour l'instant, Ouais, c'est ça, pour l'instant ça va. Écoute, mon fils fume pas, il boit pas, il a peut-être fumé un petit joint à un moment, d'après ce que j'ai compris. Je peux pas lui en vouloir. Dans un reportage, Arte disait que tout ton génie, ça avait été justement de faire du DJ unique code pop. Et donc je me demandais, est-ce que c'est comme ça que tu aimerais qu'on se souvienne de toi?
Non, mais on se souviendra de moi. Moi, je laisse de la musique. Ok. On se souviendra peut-être pas de moi, mais on se souviendra de la musique, c'est sûr. J'essaye de créer de la musique comme si cette chanson pouvait être jouée dans les églises ou dans les, D'accord. tu vois, dans les synagogues ou vraiment un peu partout dans des lieux cultes. Ok. Parce que je pense que qu'est-ce qui restera si demain il y a une bombe atomique? Tout va disparaître. Ouais. Sauf les chants qui amènent de la paix, tu vois, des chants de bien-être, de rassemblement et tout ça. Et ça, c'est pour faire une chanson culte, c'est pas évident. Donc Love Generation, No one can tear it apart, yeah. Be the love generation. World Hold On, tu vois, t'inspires beaucoup Together, des tout chants, ça. Non, je m'inspire pas de ça, mais je me dis toujours, j'adore ce message. Donc comme je travaille beaucoup avec des Africains, des chanteurs d'origine africaine, comme en Jamaïque, au Brésil, etc. Et c'est des gens qui ont cette culture, une foi intérieure qui est très puissante. Donc c'est incroyable pour moi de pouvoir fédérer ce message. Je veux que les gens, quand ils écoutent un morceau de Bob Sinclair, ils se disent « Ah tiens, c'est la touche Bob Sinclair ». Moi, j'essaie de faire quelque chose qui ne ressemble pas à ce qui existe. Elle ne s'inscrit pas dans le temps présent. Tu vois, contrairement à David Guetta, qui a un succès phénoménal dans le monde entier aussi, mais lui qui fait une musique qui s'inscrit bien dans le moment. D'accord. Il a toujours la couleur de ce qui se fait en ce moment. Et moi, c'est assez différent. Tout ton travail repose là-dessus, du coup, à chercher. Chercher des choses qui ne sont pas forcément jouées dans les clubs, amener un sample des années 60 et on va le remixer de telle façon que ça plaise aux jeunes aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait avec Phare la mort. Avec Raffaella Carrà, un classique des années 70 italien. Bon voilà, des trucs un peu rigolos, des trucs un peu plus sérieux, toujours avec un message, mais voilà, j'essaye d'amener des choses différentes, quoi. Je réfléchis. Du coup, je crois qu'on va terminer avec la dernière question. Une question qu'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours? Trace tes contours. Trace tes contours. Ça m'évoquerait sois original, sors de ta zone de confort, ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Donc trace tes contours, c'est connais-toi toi-même, peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, connais-toi toi-même, sais ce que tu es capable de faire et va ailleurs. Va là où personne ne t'attend pour vraiment éveiller la curiosité, attirer l'attention. Bah, merci beaucoup. C'était intelligent ce que j'ai dit ou pas? Ouais, ouais. Très- Oh le mec, brillantissime, putain. Bah, merci beaucoup. Merci C'était un à vrai toi. plaisir. Merci, c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, encore un grand merci à Bob Sinclair. C'était vraiment trop cool de tourner ça avec lui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Crayon parce qu'il y a encore du très lourd qui va arriver prochainement. En tout cas, nous, pendant le confinement, on continue de tourner. Plein de choses vont arriver. Et puis, à très vite. Hein, les gars. C'était Bob Sinclair pour le Crayon chez Teddy. Do I need